Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le trafic a repris sur le réseau Mosaïque, à l'exception des lignes au départ de la gare de Petit Manoir. Le comité citoyen du Sud continue à se mobiliser contre la hausse des impôts dans les communes de la communauté et d'agglomération de l'espace sud. La gestion des comptes de l'équipe de Gare Saint-Malçat est épinglée par la Cour régionale des comptes. Enfin, nous irons à la rencontre de Mathieu Millard, un jeune entrepreneur martiniquais. La majorité des lignes du réseau Mosaïque étaient opérationnelles aujourd'hui, jeudi, après des discussions menées mercredi entre la CSTM et la CACEM. Toutefois, le trafic n'a pas repris au départ de la gare de Petit Manoir. Les employés réclament l'arrestation de l'agresseur de 2 collègues dimanche dernier. De prochaines réunions sont prévues pour rétablir le trafic sur l'ensemble du réseau et garantir la sécurité du personnel et des usagers. Un commentaire, Geneviève? Oui, c'est vraiment très préoccupant cette histoire-là, ces histoires d'agression sur le réseau Mosaïque, parce que bon, ça devient carrément angoissant, en quelque sorte, de prendre l'autobus. Or, il y a quand même de nombreux lycéens, collégiens qui vont à l'école par ces autobus-là. Et donc, ça contribue à fracturer encore plus la population. Il y a les jeunes dont les parents peuvent les amener en voiture à l'école, et puis les autres qui sont obligés de prendre l'autobus très tôt, souvent le matin d'ailleurs, et en plus dans une relative insécurité, ce qui n'est pas du tout propice au travail, à l'école, etc. Donc tous les éléments de notre société montrent qu'on est de plus en plus dans une société fracturée. C'est vraiment triste d'observer cette évolution. Merci Geneviève. C'est la fin du conflit qui opposait les employés de la société d'HLM Ozanam à la direction. Les grévistes ont obtenu gain de cause sur plusieurs de leurs revendications, telles que la revalorisation des salaires, la promotion interne ou encore l'ouverture de 5 postes à pourvoir d'ici le mois de mai. Lundi 21 janvier, l'Alliance de la droite martiniquaise BAPEIA en Chance présentait ses vœux à la population martiniquaise pour l'année 2017. La plupart des personnalités du mouvement étaient présentes ce jour-là à l'espace Sonate où se déroulait l'événement devant près d'une centaine de militants. Contrairement à ce que l'on avait pu entendre lors de la cérémonie de vœux du Parti progressiste martiniquais quelques jours plus tôt, c'est un bilan plutôt positif de l'année 2016 qui a été dépeint au public, notamment sur le plan du tourisme où le nombre de visiteurs a augmenté de 8% sur un an pour atteindre les 800 000. Yann Monplaisir, le leader de BAPEIA en Chance, affirme que sa formation se sent bien au sein de la nouvelle collectivité et au sein de la nouvelle majorité. Cette rencontre était d'ailleurs aussi l'occasion d'échanger avec les électeurs sur les projets que devrait mettre en place la CTM. À savoir le renforcement de l'apprentissage des langues étrangères, la construction de nouvelles routes et du viaduc de Font-la-Haye pour désenclaver le nord, la restructuration de la dette des établissements hôteliers, etc. Espérons que la droite saura faire preuve de droiture et que les bonnes résolutions ne resteront pas lettres mortes. Un commentaire, Geneviève? Oui, enfin, j'ai jamais entendu un parti politique ne pas être finalement satisfait de ce qu'il a fait, de ce qu'il vit, etc. Et là, lorsqu'on entendait les résultats des primaires, qu'il s'agisse finalement des primaires de la droite ou des primaires de la gauche, comme pour toutes les élections, ceux qui n'ont pas gagné, ils n'ont pas gagné, mais ils ont gagné quand même, quoi. Il y a toujours quelque chose. C'est vraiment, enfin, ou c'est triste ou c'est amusant, ça dépend de quel point de vue on le voit. Mais tout ça, je pense que c'est une drôle de leçon donnée, ou un drôle d'exemple peut-être, donné aux plus jeunes en fait.
Et après l'annonce officielle du Parti progressiste martiniquais de soutenir l'ex-premier ministre Manuel Valls aux élections primaires de la gauche et à la présidentielle, l'un des plus importants cadres du parti semble avoir choisi de faire cavalier seul. En effet, Fred Lordino, vice-président du groupe d'opposition à la CTM, vient tout juste d'annoncer son ralliement à l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron. Une décision apparemment prise sans aucune concertation avec son parti, le PPM, qui ne s'est pas encore prononcé sur cette prise de position inattendue. Par ailleurs, la Fédération de Martinique du Parti socialiste, parti organisateur des primaires citoyennes, réaffirme sa neutralité dans le choix des candidats des primaires. Elle appelle les Martiniquais à voter massivement et à faire librement leur choix lors de ce second tour afin de désigner le candidat qui portera les valeurs de la gauche et de la belle alliance populaire. Elle se rangera derrière le candidat retenu pour aller à la bataille de la présidentielle. Vous souhaitez réagir, Geneviève ? Non, je pensais simplement que j'espère que là, cette fois-ci, pour ce second tour, tout sera parfaitement organisé. Et puis la Chambre de métiers de la Martinique fait savoir qu'elle sera fermée demain, le 27 janvier. En 2016, le nombre d'homicides dans les Outre-mer a atteint le très important chiffre de 205. En 2015, c'était 148. 205 homicides, c'est près d'un cinquième de l'ensemble des homicides de France. Alors qu'en France, il y a près de 68 millions d'habitants et dans les Outre-mer, seulement 2 700 000. C'est donc catastrophique. Notons également que dans les Outre-mer, les vols avec armes enregistrés par les forces de l'ordre sont 7 fois plus fréquents que dans l'Hexagone. Le taux est notamment élevé en Guyane, 3,04 vols pour 1000 habitants, Guadeloupe 2,26, Mayotte 1,61 et Martinique 0,78, quand le taux moyen dans l'Hexagone est de 0,14. Les coups et blessures volontaires sont eux aussi à un niveau plus élevé qu'en France hexagonale, notamment à Mayotte, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe et en Martinique. En matière de cambriolage, le taux est particulièrement élevé à Mayotte, devant la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et la Guadeloupe. La Nouvelle-Calédonie est par ailleurs en tête des cambriolages et des vols de voitures. En Polynésie, les cambriolages de domicile ont augmenté de 5,36% en 2016. Par contre, les vols sans violence contre des personnes, de type pickpocket par exemple, sont dans les Outre-mer à un niveau moins élevé que dans l'Hexagone. Geneviève, que pensez-vous de l'augmentation du nombre d'homicides dans les Outre-mer ? Écoutez, les homicides en fait vont de pair avec la situation socio-économique. Hein. On a 60% de jeunes au chômage, les taux de chômage partout dans les Outre-mer sont extrêmement élevés. En plus, les espoirs de créer des emplois ne sont pas forcément très visibles. Et on a aussi un nombre très important de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune formation, de toute façon. Donc tout cela donne lieu à un certain désespoir, aussi à un certain désœuvrement, et donc cela entraîne quasi mécaniquement, hein, je dirais, une augmentation de la criminalité, de la délinquance, de façon générale. J'ai de plus en plus l'impression, c'est vraiment mon opinion personnelle, vous voyez, dans l'Hexagone, on parle de banlieues difficiles. Hein, il y a des quartiers qui sont considérés comme des quartiers difficiles. Eh bien, j'ai l'impression que nous, les Outre-mer, nous sommes véritablement en train de devenir les quartiers difficiles de l'Hexagone, en quelque sorte. Hein. Alors, c'est vrai que nos territoires représentent des aires marines très importantes qui permettent à la France d'être la deuxième puissance, c'est-à-dire la deuxième puissance mondiale au niveau de sa surface maritime. Mais on a
plus ça va, moins on vit finalement comme dans l'Hexagone, même si on consomme comme dans l'Hexagone, ce qui ne nous fait pas forcément de bien, mais ça deviendra, me semble-t-il, si on continue comme ça, de plus en plus difficile de sortir le soir, enfin de vivre au quotidien. Donc ça fait que la totalité de nos territoires va devenir une sorte de banlieue difficile de l'Hexagone. Je le ressens comme ça. Merci Geneviève. L'augmentation des impôts dans la communauté d'agglomération de l'espace sud devrait finalement être moins importante que prévu. Mais cette annonce du président Eugène Larcher n'aura pas suffi à satisfaire les revendications du comité citoyen du Sud mobilisé contre la flambée des taxes. En effet, ce jeudi matin, encore une trentaine de personnes manifestaient devant les sites de l'espace sud à Sainte-Luce. Le collectif réclame notamment des précisions au sujet de la baisse des impôts. Le président de la communauté d'agglomération, lui, est prêt à échanger, mais refuse toute discussion sous la pression. Il a précisé qu'aucune rencontre n'aura lieu tant que les sites de l'espace sud seront bloqués. La Chambre régionale des comptes a rendu un rapport accablant sur la gestion des comptes de la municipalité de Sainte-Anne par l'équipe de Garcin-Malsa entre 2009 et 2014. Le rapport fait état de nombreuses anomalies et irrégularités. Il sera prochainement présenté lors d'un conseil municipal. Les dentistes ont trop souvent recours au dépassement d'honoraires, c'est ce qu'affirme un rapport de la Cour des comptes. Il y a quelques mois, le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale s'est penché sur le cas des dentistes, une corporation qui n'a pas tenu ses engagements de modération tarifaire, qui remontent pourtant à 2005. En 2010 déjà, la Cour avait tiré la sonnette d'alarme. 6 ans après, elle a dénoncé un attentisme des pouvoirs publics. Envolé des dépassements d'honoraires, mais aussi désengagement de l'assurance maladie, le patient renonce désormais à se soigner dans un cas sur 5. Malgré leurs promesses il y a 11 ans, les chirurgiens dentistes libéraux n'ont donc jamais cessé de pratiquer le dépassement d'honoraires à grande échelle, à tel point que ces dépassements d'honoraires représentent 50% de leurs revenus. Les syndicats se défendent en pointant du doigt le faible niveau de prise en charge des actes par la sécurité sociale. Difficile pour les différentes parties de se mettre d'accord, les négociations conventionnelles entre l'assurance maladie et les syndicats de chirurgiens dentistes, ouvertes le 23 septembre 2016, sont interrompues depuis le 6 janvier dernier. Les deux principaux syndicats de chirurgiens dentistes, la Confédération nationale des syndicats dentaires et la Fédération des syndicats dentistes libéraux, ont en effet conjointement suspendu leur participation à ces négociations ce jour-là. Ils soutiennent d'ailleurs la grève des soins lancée par des étudiants en chirurgie dentaire au sein des services hospitaliers pour les mêmes raisons. Affaire à suivre donc. Depuis le décret du 11 janvier 2017, le numerus clausus, c'est-à-dire le quota d'étudiants de première année de médecine pouvant accéder à la deuxième année, a été légèrement augmenté sur notre territoire. Pour l'Université des Antilles, qui rassemble les pôles de Martinique et de Guadeloupe, il est maintenant de 120 places pour un peu moins d'1 millier d'inscrits. Rappelons que le désert médical est un véritable problème sur notre île, en particulier dans le nord. Dans un premier temps, à cause des intempéries qui ont touché la Polynésie française, le concours de l'agrégation, qui est un concours national, avait été reporté. Finalement, il a eu lieu comme prévu aujourd'hui, jeudi 26, et se poursuivra demain, vendredi 27. Fin décembre 2016, en Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, catégorie A, s'établit à 41 370. Cela correspond à une baisse de 5,1% sur un an, ce qui n'est pas du tout négligeable. En France, y compris les DROM, cette baisse est de 2,9% sur un an. La Martinique fait donc mieux. Si on considère toutes les catégories de demandeurs d'emploi, la baisse sur un an en Martinique est de 4%. Ces chiffres sont de Pôle emploi. Nombreux sont les observateurs qui pensent qu'ils ne traduisent pas très fidèlement la réalité.
Selon ces derniers, des demandeurs d'emploi découragés de ne rien trouver ne prendraient plus la peine de s'inscrire à Pôle emploi. Mais il est bien entendu très difficile d'évaluer ce phénomène. Qu'en pensez-vous, Geneviève ? De toute façon, le phénomène de demandeurs d'emploi découragés existe aussi dans l'Hexagone. Mais en Martinique, on a en plus les jeunes découragés qui partent vers l'Hexagone, qui peut-être diminuent le nombre de demandeurs d'emploi en Martinique et vont augmenter celui des demandeurs d'emploi dans l'Hexagone. C'est un petit peu compliqué. Bon, ne soyons pas trop pessimistes non plus, mais effectivement, si tout le monde avait un emploi et était occupé, peut-être qu'on pourrait diminuer un petit peu la délinquance. Merci Geneviève. Le week-end dernier, dimanche 22 plus précisément, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune habitant de Pointe-la-Rose-au-Robert qui vient tout juste de finaliser sa création d'entreprise. Il s'appelle Mathieu Millard, il a 26 ans et il a récemment fait l'acquisition d'un bateau à moteur grâce auquel il va proposer aux Martiniquais comme aux touristes des balades et des excursions en mer vers les îlets du Robert et du François. Pour ceux qui l'ignorent, Pointe-la-Rose est un quartier initialement habité par des pêcheurs, littéralement au bord de l'eau. C'est donc dans une réelle proximité avec la mer qu'a grandi cet entrepreneur, qui d'ailleurs faisait jusqu'à ce jour partie de l'équipage de la yole Rosette. Formé par l'un de ses oncles qui exerce dans le même secteur, Mathieu a finalement lancé son entreprise Mat Excursion Nautique, avec notamment le soutien d'une subvention accordée par l'ex-conseil régional. Conscient qu'un certain nombre de marins-pêcheurs pratiquent déjà cette activité, Mathieu Millard compte progressivement diversifier son offre en proposant des activités culinaires et des temps de dégustation, voire à plus long terme, en achetant une embarcation à fond transparent qui permettra d'observer les splendides fonds marins et leurs habitants qui se dissimulent dans nos belles eaux turquoises. Notons que dimanche, pour sa première sortie aux commandes de son bateau, tout droit sorti d'un chantier naval guadeloupéen, le capitaine Millard a embarqué une dizaine d'amis dans une véritable visite guidée entre les îlets et autres sites emblématiques comme l'incontournable baignoire de Joséphine. En belle bouche et fleur, en bon plat poisson, et puis un bon begin. Pas même parler de tambour. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.